Voilà Jo. Salut Bernard. Bonjour Jo. Salut les amis. Salut les amis, content de vous retrouver. Cette fois ça fait longtemps. Bah écoutez, oui. Pour ne rien vous cacher, mon ami Geoffroy a, on va dire, pris de nouvelles orientations professionnelles, ce qui a occasionné quelques semaines d'absence pour lui permettre de prendre de nouvelles dispositions qui s'imposaient. Et donc voilà pourquoi on a été un peu absent de vos écrans pendant quelques semaines, mais pour nous faire pardonner, on va le dire comme cela, nous avons été vous chercher un véhicule exclusif. Grâce à la concession Discar de Liège. Oui, la concession BMW Discar à Liège. Qui nous font un vraiment beau cadeau. Ouais. Parce que là, une voiture de 600 chevaux quand même. Ben écoute, c'est chez BMW, c'est je pense la voiture de série la plus puissante jamais proposée, en tout cas dans l'histoire de ce constructeur. Dans l'attente de la version compétition qui amènera encore 25 chevaux de plus, mais en attendant, c'est la plus puissante. Il s'agit de la nouvelle M5 évidemment. BMW M5, en effet, qui est un véritable couteau suisse, Ouais. On peut le dire Geoffroy, puisque cette voiture... C'est vraiment deux voitures en une, c'est clairement parce qu'on a déjà eu l'occasion d'un petit peu rouler, c'est vraiment ce qui reste à l'esprit, c'est qu'on a vraiment deux voitures en une, sixième génération de M5 quand même. Et donc c'est quand même... voilà, ça commence à compter. Ça. Tout à fait. Et donc la particularité, puisque Geoffroy vient de le citer, deux voitures en une, c'est que cette voiture, cette M5, permet de rouler avec trois configurations, on va dire, de base différentes, en deux roues motrices. On va dire ça, c'est l'ADN de BMW. Là, la question ne se pose même pas. En quatre roues motrices. Et donc, ce qui permet effectivement d'avoir un véhicule, comme on vient de le dire, utilisable en toute saison, aussi bien pour aller à la montagne que pour descendre, on va dire, au soleil à la Côte d'Azur. Et puis il y a une 4 roues motrices sport qui amène un petit peu un côté un peu fun, tout en restant en restant sécurisé. Donc ça, c'est quand même peut-être le bon mode à utiliser pour des... Oui, pour des conducteurs chevronnés que nous sommes loin d'être des pilotes. C'est vrai que le 4 roues motrices sport permet d'avoir la voiture beaucoup plus typée propulsion. Ça, j'ai pu le constater tout à l'heure. Vous le verrez peut-être dans certaines images. Mais surtout, de pouvoir quand même avoir l'avant qui va tracter. Lorsque l'arrière dérive légèrement, on sent vraiment l'avant qui tracte pour remettre la voiture dans l'axe. Donc ça, c'est franchement très rassurant. Mais soyons très conscients d'une chose, c'est qu'avec 600 chevaux, 750 Nm de couple, on est très vite au-dessus des vitesses légales autorisées. Donc c'est vrai que, à part sur circuit ou sur une petite route de campagne et en toute sécurité, je le précise, ça va être très difficile de prendre cette voiture en défaut. Donc au niveau de l'esthétique, qu'est-ce qu'on peut dire de l'esthétique? Ça reste sobre. La sobriété règne quand même, puisqu'elle n'est pas extravagante, ça reste une série 5 classique, avec quand même quelques petits appendices plus sportifs que tu vas nous détailler, Bernard. Oui, en effet. Ils sont partis bien sûr sur la base de la série 5, ça c'est clair. Ils y ont ajouté ce qui est le plus visible, bien sûr, c'est le pare-choc avant, avec le spoiler, avec de grandes ouïes de ventilation pour bien sûr refroidir et les freins et le moteur. Le bouclier arrière qui est également très spécifique avec un extracteur, très marqué. Les 4 sorties d'échappement. Dans ce cas-ci, ils sont noirs parce que ce sont les échappements sport. Voilà, tout à fait. Alors les ailes qui sont légèrement gonflées, mais ce n'est pas du tout le côté, on va dire, excentrique que l'on peut retrouver par exemple sur la RS6 qui est quand même beaucoup plus bodybuildé. Pas de toit ouvrant ici parce qu'on dispose du toit en carbone, de manière à alléger quand même un petit peu la voiture, malgré que ça reste quand même un beau bestiau. Ben oui, c'est vrai que quelque part, on voit que BMW a fait des efforts en proposant, entre autres, bien sûr un allègement de certains composants de la voiture, tant au niveau mécanique qu'au niveau de la carrosserie, avec ce toit carbone qui permet de descendre le centre de gravité et de réduire le poids de façon assez sensible. Mais n'oublions pas qu'elle est équipée de 4 roues motrices, donc les arbres de transmission font que ce qu'on a gagné d'un côté, on le repère de l'autre.
et au final on reste quand même proche des 2 tonnes. Une tonne 855 à vide, donc on n'est pas loin des 2 tonnes forcément. Tout plein fait. Tout plein fait et avec nous on est peut-être au-dessus. avec moi peut-être un peu plus. C'est vrai qu'on est très vite proche des 2 tonnes. Ouais, c'est clair. Par contre le coffre, un coffre de bonne dimension puisqu'on est à 530 litres. Place arrière, c'est la série 5, donc là on est en terrain connu puisqu'on avait eu l'occasion d'essayer la série 5. Donc sinon au niveau esthétique, je pense qu'on a un peu fait le tour par rapport. Les jantes, oui, des grosses jantes. Les jantes là en de plus 20 pouces, on a les plus grosses parce que de série c'est des 19. Ici on a les 20 noires qui sont d'un bel effet. Oui, c'est les plus belles jantes qu'on puisse trouver dans les propositions que fait BMW. Les freins carbone céramique, évidemment, qui sont une option, je le précise, sur cette voiture, et qui sont très efficaces. Ici sur les petites routes, quelquefois j'ai dû les solliciter et très franchement, ils sont bien présents. On en a besoin parce que vu les vitesses prohibées qu'on atteint, il faut pouvoir arrêter le bestiau. Donc ça c'est absolument nécessaire. Autre très bon point, évidemment, pour cette voiture, c'est ses sièges, siglés M5, qui sont d'excellent maintien latéral. Tu as le maintien, le confort réuni en un. Voilà, exactement, avec également, vous pouvez le voir ici, avec également un maintien au niveau des épaules. Donc ce qui fait qu'on est franchement très bien positionné dans ces sièges qui ne sont pas du tout inconfortables et qui offrent, comme tu viens de le dire, une dualité confort et sportivité. Donc ça c'est pas mal. Le volant, moi je trouve ça une merveille. Oui. On le disait tout à l'heure, dans les volants, c'est sans doute les volants M qui ont le meilleur diamètre. Le diamètre est parfait. Il n'y a pas de méplats. Chez BM, ils ne mettent pas de méplats comme on peut le faire chez Audi. Bon, c'est plus un petit clin d'œil à la course automobile. Mais par contre, la jante est d'un diamètre idéal. Ça, je tiens à le dire, que ce soit même par rapport à des Porsche, par rapport à des Audi. Le diamètre BM, c'est au millimètre près le bon diamètre. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Le volant comporte, hormis les multiples fonctions qui d'aide à la conduite ou d'accessibilité au niveau du régulateur de vitesse, de la radio, d'autres éléments, il a deux petits boutons rouges. Deux petits boutons rouges M1, M2. Ce sont les boutons de personnalisation pour choisir son mode M personnalisé, donc avec que ce soit la suspension, que ce soit la vitesse de réaction du moteur, la direction. Donc on peut vraiment personnaliser les deux. Et donc en un seul, en appuyant sur un seul bouton, on a vraiment les deux personnalisations. Souvent, moi je trouve ça sympa. Parce qu'il y en a deux, c'est bien aussi, parce qu'on souvent on met les deux extrêmes. On met le full confort, le full sport. Et donc ça, mais surtout qu'il y a tellement, je dis bien tellement, c'est pas en 3-4 heures de temps qu'on doit tellement de possibilités de programmation de la boîte, du moteur, de l'échappement, de la suspension, qu'il faut, à mon avis, après quelques semaines, essayer de trouver, on va dire, ce qui est le plus approprié et peut-être avoir le M1, un mode gentil, si on donne la voiture à quelqu'un qui n'est pas habilité, le mode M1 qui est plutôt le 4 roues motrices light et le mode M2 pour quand on veut se faire un peu plaisir en étant plus radical dans ses choix. Tout à fait. Sinon, le nouveau pommeau de vitesse aussi, c'est en pommeau de vitesse M. Oui, mais il était temps. Il était temps. Je trouve que le pommeau qui existe chez BM, qui est existant, qui a une espèce de petite palette comme cela, on dirait une copie comme. Avec celui-ci, se ressemble à un vrai pommeau, tant dans l'appréhension que l'on peut avoir, mais il est quand même assez épais. Mais lui aussi comporte quelques boutons, mais il y a un bouton P, ça j'aime toujours comme ça, au moins lorsqu'on arrive dans une zone, on pousse sur P, elle se met directement en zone de stationnement. Et puis il y a un petit mode de réglage pour la sensibilité du passage de vitesse, donc ça intégré au pommeau, ça c'est quand même sympa. Oui, et au niveau esthétique, les petits liserés rouges sur les deux côtés, ça rend bien esthétiquement, donc c'est sympa. Absolument. Les couleurs donc, de liseré rouge que l'on retrouve également en journée sur l'ensemble de l'habitacle. De manière lumineuse, ça c'est planche de bord, on peut modifier les couleurs, mais ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Sinon, on peut dire au niveau de l'habitacle, comme celui de la série 5, un habitacle sobre mais très bien fini. Oui. Là, au niveau finition, on est quand même sur du haut niveau. Non, ça c'est topissime. Nouvelle ergonomie, je dirais, du poste de conduite, avec un affichage tête haute, de bonne taille, donc même en plein jour, on le devine, ça c'est nickel. Et alors, évidemment, l'affichage qui est maintenant, on va dire, totalement, on va dire électronique. Oui, c'est ça. Et lui, mais il a été revisité, donc on a la sensation d'avoir un compteur et un contour de vitesse classique avec aiguille. Oui, c'est ça. Mais il est 100%. Il est 100% digital, mais on a un compteur classique. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Et l'affichage de vitesse qui se met, disons, également au milieu du compteur de vitesse. Donc c'est bien. Ça,
Là, ça me réconcilie un petit peu avec tout ce qui est digital dans cette voiture. On a ici une tablette tactile, mais comme sur les nouvelles productions de chez BM, ils offrent à la fois et le tactile et ils conservent quand même la molette qui a servi pendant des années. Donc on a le choix, on peut choisir l'un ou l'autre, ça c'est quand même intéressant. Mais ici par rapport, on a vu Joe dans notre dernier essai, enfin la CLS par exemple, mais ici effectivement la tablette est quand même, regarde, voilà, je tends le bras, je suis assis dans une position de conduite, tout ce qu'il y a de plus normal, je dois tendre le bras et me pencher légèrement vers l'avant, alors que bon, pour l'instant chez ses concurrents, Audi et Mercedes, ils ont carrément inclus la tablette au niveau du tableau de bord. Donc ici, c'est comme si elle serait positionnée au niveau des ouïes de ventilation et donc est un peu plus proche de 10 cm, ce qui est beaucoup plus confortable au niveau de l'usage en usage tactile. Oui, et en plus, chez Audi, on a remarqué que dans les dernières productions, on l'a vu sur la 8, on l'a vu sur la 7, qu'on a un petit peu, on n'a pas fait de vidéo, mais qu'on a un peu vu. Ils sont partis sur le même système que le Velar avec le double écran. Donc vraiment, tout à fait. Avec un écran classique comme celui-ci, un deuxième écran pour tout ce qui est commande, climatisation et autres. Donc ça devient un peu la norme chez Audi. Oh, ben, BM va y arriver. Hein. On voit que Mercedes révolutionne réellement les intérieurs des voitures avec l'écran d'un seul tenant quasi. Hein. Donc c'est vraiment immense. Bon, je crois que dans les prochaines productions de BMW, s'ils se rendent compte que leurs petits camarades, ça fonctionne bien, que ça plaît parce qu'ils font des enquêtes, et bien, je pense qu'ils y viendront aussi et que la tablette va se retrouver dans le prolongement des compteurs contours, peut-être avec une autre ergonomie, mais je pense qu'on y viendra. Donc au niveau de l'intérieur, RAS, on est sur du connu, du très bonne qualité. Et pour ceux que ça intéresse, ce véhicule ça, c'est important. est un véhicule qui est proposé par la concession, on vous l'a dit, BMW Discar à Liège. Et il est à vendre. Il est à vendre. Donc c'est un véhicule de direction qui a un peu plus de 4500 km, donc on va dire il est neuf, soyons-en certains. Il est full équipé, full option. Oui, toutes les options possibles sont cochées. Donc, même les écrans arrière, je ne sais pas si on mettra même les écrans arrière, donc elle a vraiment tout ce que vous pouvez mettre sur cette voiture. Les enfants peuvent regarder la TV à l'arrière, ça c'est sympa. Son prix de base, Joe? En prix de base, hors TVA, on est à 99 090 €. On va dire à 100 000 € pour nos amis français. Et le prix tout équipé TVAC en Belgique? On est à 133 028. Ça c'est le prix sans remise évidemment. Non, Joe. Donc, le véhicule tel qu'il est ici, présenté full option, est à 160 000 €. Ah oui. Voilà, le véhicule full option ici est à 160 000 €. TVA comprise alors. TVA comprise, je précise pour la Belgique. Et donc ce véhicule est proposé en véhicule de direction à un prix vraiment très intéressant. Je trouve que pour le concessionnaire fait un effort et ce véhicule, vous pourriez... il est à 122 397 €. Vous pourriez l'acquérir pour de l'ordre de 120 000 €, ce qui représente finalement le prix... oui, on a la version full équipée pour le prix de véhicule de série. Véhicule de série et de base. Donc ça, je dois dire que pour un véhicule qui a 4500 km, vous auriez un véhicule neuf, soyons clairs, il est absolument nickel, full équipé, et vous ne payeriez pas les options. Donc c'est une belle économie de carrément 25%, donc ça vaut la peine. Il est en parfait état, puisque il était bien rodé, donc on vous le... Et puis comme je le disais, si vous voulez, on peut même vous le dédicacer. On peut dédicacer le tableau de bord. Moteur justement, parlons-en. Donc on est très beau moteur. Pour une fois, BM a fait un effort, a fait une belle présentation de son moteur. Il y a quand même l'option qui est ici avec le cache du moteur en carbone. Cache carbone. Et alors c'est un V8, on n'en a pas parlé. Un V8 de 4,4 litres. Biturbo. Biturbo de 600 chevaux. En fait, c'est le V8 de la version précédente qui a été retravaillé, méchamment retravaillé, mais ils n'ont pas changé le bloc au passage de génération. C'est l'ancien bloc qui a été bien retravaillé. Au niveau de la consommation annoncée en mixte 10 litres 8, ça c'est optimiste, mais bon comme chaque fois. Et au niveau de CO2, 246 grammes. Donc là on est sans doute, je pense, sur l'échelle des émissions, on est au maximum ou presque. Je pense aussi. Boîte auto, ils ont quitté la double embrayage précédente pour repasser à la ZF8. Ils sont repassés à la ZF8 qu'on retrouve sur tous les modèles de la marque et donc qui leur donne entière satisfaction, j'imagine, puisque même sur leurs modèles les plus sportifs, ils reprennent cette boîte. Donc, oui, non, la boîte ici, qui n'est pas une double embrayage, comme tu vas le dire, est impeccable. Passe super bien. Bon, ZF sait faire des boîtes, mais clairement, la boîte fonctionne à merveille, tant en full auto que en boîte en manuel. Donc franchement, RAS. Écoute Joe, je t'invite à prendre le volant, tu l'as dit tout à l'heure, mais
Comme ça, très intéressé d'en savoir un petit peu plus. Mais bien sûr, allez, action. On y va. Position de conduite, c'est parfaite. C'est vrai que c'est toujours... ça, c'est une constante aussi de la marque, mais c'est vrai qu'on trouve directement la bonne position. L'avantage, c'est qu'on a, comme on fait plus ou moins la même taille, on ne doit pas changer d'un à l'autre, mais ici, on est sur des réglages électriques, donc qui permettent aussi d'avoir le réglage optimal. Cette voiture est équipée d'une touche, Joe vous la montrera, et d'une touche échappement clapet ouvert. Soyons clairs, ça ne modifie pas grandement le son. Non. Au niveau du châssis, c'est vrai qu'on a parlé de la possibilité de roues 4 roues motrices. Oui. Ce qui m'a un peu plus étonné, surtout sur une série 5, c'est qu'on n'a pas les roues arrière directrices. Oui, ça effectivement. Alors que sur la 5 classique, on peut les avoir. Donc ça, c'est un peu une surprise. Il doit y avoir quelque chose lié, je pense, à l'arbre de transmission qui est certainement un peu plus volumineux. Et dans un matériau peut-être XY, il faut faire passer cette puissance avec un tel niveau de couple, 750 Nm. Est-ce qu'il y a des impératifs techniques qui leur empêchent d'adapter leur système? Parce que c'est sûr que... oui, j'imagine que s'ils avaient pu le mettre techniquement sans poser de problème, ils l'auraient fait. Je ne sais pas, moi, un 0 à 100 ou qui braque un peu en accélérant à fond, peut-être que les deux systèmes sont peut-être pas spécialement compatibles parce que voilà, le couple il est présent dès 1900 tours. Donc ici, on a tout le temps une puissance disponible assez élevée. Mais ça aurait été un plus quand même, et au niveau du passage en courbe, mais surtout au niveau des manœuvres en ville, parce qu'on est quand même sur un encombrement, on est quasiment 5 mètres aussi. Donc c'est quand même un gabarit certain, et donc pour faciliter les manœuvres, ça aurait été un plus. Ça aurait été effectivement, c'est toujours un plus. Maintenant, des voitures qui ont une telle longueur, maintenant les parkings, comme tu le sais, Joe, sont souvent pour des raisons de rentabilité, un peu plus... On a testé tantôt, on dépassait. Voilà, un tout petit peu plus étroit également, ou parfois un peu plus difficile d'accès dans des grands centres urbains, à Paris par exemple, parfois dans carrément des descentes de parking en angle droit. Et c'est vrai que les roues arrière directrices, comme on l'avait testé sur la Panamera, offrent vraiment un réel confort appréciable. Au niveau des performances Performance redoutable, ça c'est la chose qui m'a le plus impressionné, c'est-à-dire qu'elle est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes 4. C'est le temps de ta 458, tu me disais. C'est vrai, la 458 Italia fait le 0 à 100 dans ce même temps. Les sensations de conduite sont évidemment différentes, puisqu'on a vraiment, dans une voiture comme une 458, la poussée, c'est vraiment le mot, qui vient, qui vient de l'arrière. Ici, on a les 4 roues motrices, donc on est arraché de la route. Voilà, c'est ça qui donne les performances redoutables de la voiture. Le 0 à 200 accroché en un peu plus de 11 secondes. Ça, c'est un temps de grosse GT. Oui. C'est vraiment un temps de GT. Donc ça, c'est absolument redoutable. Il va y avoir une option, un pack performance qui va sortir. On l'appellera compétition. Donc qui va apporter le moteur va être retravaillé puisqu'il va afficher 25 chevaux de plus. Et puis un travail aussi au niveau du châssis, puisque je pense qu'elle sera un petit peu plus basse et que le châssis sera plus travaillé. C'est le même traitement qu'on retrouve sur tous les modèles M maintenant, parce que d'ailleurs la M2 va bientôt aussi arriver dans cette... Ou elle est arrivée dans c'est ce qu'ils appellent chez eux CS. Oui, compétition. Donc c'est vrai que ce qui sera sympa, ce sera entre autres d'avoir un échappement un peu plus... C'est le petit point qu'on a noté, si on a, parce que de la voiture, dans cette optique dualité voiture quotidienne, je pense qu'on frôle la perfection. On n'a vraiment rien noté de particulier, si ce n'est, pour nous, même avec la version ici on a l'échappement sport, un échappement un peu timide de l'intérieur surtout. Parce que de l'extérieur, vous l'entendrez, on a fait quelques prises de vue, on a essayé de vous faire ressentir le son. Et donc là on a de l'extérieur, ça donne pas mal, vous vous en rendrez compte. Mais de l'intérieur, ça flatte un peu trop peu nos oreilles à notre goût. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas clairement. D'autant plus que on a des clapets. Donc on peut se permettre sur des voitures comme celle-ci d'avoir
je dirais même d'origine, la ligne Akrapovic. Mais ça, c'est ligne Akrapovic ou M-Performance. Ça, c'est selon s'ils ont des accords avec des fournisseurs ou des sous-traitants. Mais bon, voilà, c'est du marketing, je vois. Voilà, il la vend comme celle-ci. L'autre sera une version supplémentaire, encore un peu plus typée sport. Soyons clairs que celui qui achète ceci ne sera pas déçu. S'il veut une limousine capable de l'emmener d'un point A à un point B en toute décontraction, silence et rapidité, ça c'est nickel. Mais celui qui voudrait quelque chose un peu plus typé, c'est vrai qu'une ligne d'échappement, ce moteur le mérite. Ce moteur le mérite. Par rapport à ça, une Mercedes classe E 63 AMG, la sonorité, malgré que ce soit aussi un V8, la sonorisation n'est pas la même. Donc on a quand même, mais là, c'est, je dirais très clairement... On se rapproche plus du bateau hors bord. Voilà, c'est que très clairement, je veux dire, allez, on peut le dire d'ailleurs, je pense que si on devait questionner des amateurs de véhicules sportifs comme nous, je pense que très clairement, si on donnait une liste de noms associés à AMG, ce serait le son qui viendrait à mon avis dans le top. Peut-être même le numéro 1. Parce que toutes les Mercedes AMG, glougloute, et elles donnent justement ce son un peu très exclusif, en tout cas pour les grosses cylindrées, chez Mercedes. Donc là, c'est certain que le son chez Mercedes fait partie des points qui font partie des choix, des choix des acheteurs. Maintenant, ça nous fait parler un petit peu, on ne va pas s'étendre dessus, mais justement des concurrents. Donc en concurrence, on aura la E63 AMG et la RS6. Toi, tu me disais, pour le côté légendaire, mythique, la RS6. Écoute, oui. Disons que la RS6 reste, et vous nous donnerez votre avis. Si demain on vous met sur un parking une RS6 et une M5 et une E63 AMG. Oui, quel serait votre choix? Voilà, je pense de nouveau, comme tu viens de le dire, que moi je partirais avec la RS6 parce que voilà, c'est le mythe. Elle a un look, elle est un peu marginale. C'est un break bodybuildé, elle a des ailes bien proéminentes. Elle joue le jeu à fond. Voilà. Je trouve que la RS6, elle est à fond dans le trip et moi ça me plaît. Donc voilà, personnellement, si j'achète ce type de auto, c'est pour c'est aller jusqu'au bout du délire. Voilà, ça c'est mon choix. Perso, je reste sur celle-ci. On en a parlé aussi. Oui. Parce que je préfère une berline qu'un break. RS6, c'est un break. Un break légendaire, mais un break quand même. Donc pour la ligne, le côté berline et entre la M5 et la E63, je partirais plutôt sur la M5. Donc voilà. Donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. Si vous avez le choix entre les trois, avec quoi est-ce que vous repartez? Sans tenir compte du prix, parce que je pense que à mon avis, au prix, on va se tenir. Ici, on sait qu'on est dans des véhicules qui. Quand on aime, on ne compte plus. Dépassent les 120 000 €. Donc voilà, ici, simplement un coup de cœur sur l'un ou l'autre véhicule. Ok, nous voilà déjà à la fin de cet essai, et probablement de notre saison, parce qu'on va arriver dans la phase des vacances, donc on va quand même prendre un petit peu de vacances. Désolé que ça s'arrête de manière assez abrupte comme ça, mais comme Bernard l'a dit, je me suis lancé dans une nouvelle aventure et donc ça a pris un peu de temps. Et puis aussi, on en a parlé, même si on a voulu, si on a même eu un peu plus de temps, il y a peu de modèles pour l'instant dans les sorties et autres sur lesquels on a vraiment flashé et qu'on s'est dit, là il faut absolument le faire. Oui, on sent bien que pour l'instant, il y a un petit peu de rétraction, de rétention des importateurs, des fabricants. Comme toujours, c'est l'été, ils attendent pour sortir leur nouveau modèle à l'automne ou de lancer leur voiture parce que voilà, c'est une période plus propice, ça a toujours été le cas, surtout avec les différents salons qui se succèdent. À la fin de l'année, entre autres Francfort qui est toujours un salon qui relance, on va dire, tous les millésimes de l'année qui suit. Donc voilà, on sent bien qu'il n'y a pour l'instant pas énormément de nouveautés dans les véhicules susceptibles de nous intéresser. Parce qu'on va quand même se concentrer, on l'a toujours dit, on se concentre vraiment sur les... Oui, on essaye, on n'a pas un peu quand même. On n'a pas suffisamment de disponibilité, nous ne sommes pas monétisés. Donc ici, on essaye simplement d'aller vous chercher des voitures un peu plus marginales, un peu moins vues. Comme toujours, maintenant, pour jouer le jeu, malgré tout, écoutez, pour ceux qui nous suivent, le petit pouce bleu, malgré tout, ça nous fait plaisir, c'est certain. Vos commentaires
constructifs sont toujours les bienvenus. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On a dépassé les 11 000 abonnés, petit à petit. Maintenant avec la rentrée, on va avoir quelques beaux modèles aussi. Et j'espère qu'on pourra encore vous en proposer quelques-uns. Peut-être encore un cette saison. Hein. Si on a quelque chose qui tombe, on le prend et on vous le propose évidemment. Si Joe a de la disponibilité. Bah oui. Et bien sur ce, on se dit à bientôt de toute façon. Écoutez, oui. Si salut pas, à tous. bonnes vacances. Hein. Si pas de bonnes vacances. Bonnes vacances, profitez-en. Amusez-vous au volant de vos voitures, si petits soient-ils. Soyez prudents sur les routes. Et à très vite, Joe. Salut à tous. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.